Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie, donc pour vos projets résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels pour vos spécifications, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais également remercier Grande Fosse, qui est un manufacturier représenté par Lajoie, qui est un manufacturier de pompes, donc pour tout type d'application. N'hésitez pas à appeler Lajoie. Et j'aimerais également remercier Bugatti qui nous permet d'offrir des super beaux sacs à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Éric Gagné de la RBQ. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Puis pour ceux qui vont trouver ça bizarre, parce que j'ai déjà fait l'intro en studio, parce que normalement je fais ça en studio chez Studio SF. Fait que c'est Simon Pierre qui est là à la console. Normalement, c'est une petite chose qui est assez tranquille pour moi. Je m'installe le matin, un petit café, puis on part ça quand on est deux. Fait qu'on va essayer de recréer cet événement-là avec Éric. Fait que Éric, officiellement, bienvenue au podcast. Merci. Merci. Fait que là, semi-retraité. Oui, parce que techniquement, je suis encore au gouvernement. Je prends ma vraie retraite dans un an. Alors, parce qu'il y a des technicalités qui me permettaient de ramasser des journées de maladie. Je n'ai pas été malade très souvent. Donc, je suis en pré-retraite officiellement. Effectivement, parce que tout le monde sait... Tu avais une question technique, le gars que t'appelais, Éric Gagné. Fait que t'étais tout le temps t'es encore tout le temps disponible, t'es là à soir. Fait que mais là, Éric, quel âge ça te donne? 58. Alors, c'est pas Liberté 55. Non, 50. c'est ça. T'as changé le concept? Ah oui. Combien de temps à RBQ? Je suis rentré en 89. Alors, le gouvernement est venu au cégep. Donc, Gilles Sheehan était dans ma classe au cégep. Marc Vanier, notre ancien collègue Marc Vanier, François Chérier, quelques-uns. Le gouvernement cherchait des jeunes pour faire des nouveaux inspecteurs. Ouais. Fait que là, tu as fait combien de temps? 35 ans? Oui. 34, on complète ça l'année prochaine. Ça. Cool. Fait, félicitations. Je pense que c'est amplement mérité. Mais là, quand je commande le podcast, moi, j'aime tout le temps connaître l'histoire de chaque personne parce que c'est ça qui inspire les gens. Puis, on a créé ce podcast-là exprès pour ça. Au bout de les podcasts, il y a, au bout de 7 épisodes, la majorité des podcasts, en fait 99% des podcasts n'arrivent pas à 7 épisodes. Puis, au-delà des plans, failli passer par là. C'est un moment donné, je fais une entrevue avec Jean Turgeon de Génaco. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu du Génaco dans la place. Ouais, je t'avais dit que j'allais te plugger. Puis il y a une personne qui trouve mon numéro de téléphone et m'appelle pour me remercier. Il dit, c'est fou. Il dit, j'allais fermer ma business. Puis là, quand j'ai entendu ça, que toute cette histoire-là, il dit, ça m'a inspiré. Puis là, j'ai fait, OK, ça aide quelqu'un. Fait que c'est un peu pour ça, je pense, que ta venue, parce que tout le monde... Tu as tout le temps vu gars de réglementation, normes, codes, tu les connais par cœur, sinon tu les as écrits, sinon tu as participé à les modifier. Mais toute ton histoire a commencé où? Tu viens d'où? Tes parents viennent de où? Moi, je suis né en 64 et je viens de Montréal. Je suis un Montréalais, j'aime beaucoup Montréal. Maintenant, je demeure à Laval. Une famille de 8 enfants. Mon père est... Pierre Gagné, donc il a été maire d'arrondissement à Antique-Cartierville. Il a fait 3 mandats à la ville de Montréal. C'est ça l'affaire avec toi, Eric. Comme tu shootes ça, genre, ah ouais, mon père, maire d'arrondissement. Non, oui. Mais attends, il faisait quoi dans la vie, ton père, avant Mon ça? père était vendeur. Mon père a toujours été vendeur dans l'âme. Je me rappelle quand j'étais jeune, il est allé acheter des congélateurs pour aller livrer au Nunavut. Alors, il a vendu c'est de lui. La joke de vendre un frigidaire à des Esquimaux. C'est de lui que ça vient, ça. C'est ça. Alors, il a toujours eu ça dans l'âme, puis il a toujours, malgré les 8 enfants, il a toujours
travaillé fort pour nous mettre du pain sur la table. On n'a jamais rien manqué chez nous. Il a travaillé fort, il a fait faillite dans les années 76. Là, il y avait une grosse compagnie, ça a tombé à terre. C'était quoi son entreprise? Ben, c'était des pompes, ça s'appelait Nova. Puis quand il a fait faillite, il est reparti sous le nom de Pompe Action, que quelques-uns d'entre vous connaissent. Ouais. Alors, c'est ça. Ma mère était pas comptable, elle était infirmière, mais vu que c'est une entreprise familiale, elle a pris la comptabilité. Puis ça a grossi. Puis là, c'est mes frères qui ont ça. Fait que là, t'avais quel âge quand ton père est parti Pompe Action? Oh boy! Je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire la date. Mais là, t'as dû travailler dans le business. Si ta mère était infirmière et toute autre tâche j'ai fait toutes les tâches. J'ai été longtemps dans la cour arrière à aller chercher des pompes, ouvrir des pompes, des pointes séchantes, j'ai fait de la réception, j'ai fait de l'estimation de pompes, j'ai fait de tout là-dedans. Puis même qu'à la fin, j'étais rendu au cégep et j'ai dit, je vais continuer soir et fin de semaine à faire le ménage là. Alors, je me suis parti d'une entreprise, Éric Net, pour faire exclusivement, attends un peu. Le ménage chez Pompe Action. Attends un peu. Là, tu fais des pompes, cégep, puis là, tu décides de te partir un petit business d'entretien ménager sur le side? Oui. Mais tu faisais-tu juste Pompe Action? Ou oui, je faisais juste Pompe Action. C'était assez là. Alors, j'ai tout fait chez Pompe Action, même laver les toilettes. Oui, mais ça fait partie. C'est ça. Alors, quand tu commences là. Puis c'est pas tu sais, quand tu es dans la famille, puis il y a un camion de livraison qui arrive, les employés s'en vont, puis toi, parce que tu es le gars du boss, tu restes là. Tu attends le camion, puis le camion arrive à 7 heures, tu es là jusqu'à 7 heures. Alors, c'était pas le côté profiteur de ça. Là. Alors, ça a pris, il faut mettre la main à la pâte. Le fils du boss, là, j'en ai vu une couple de fils de boss là, aujourd'hui. Ouais, eux autres, ils comprennent exactement sa situation. Ça a l'air tout le temps plus facile, mais la réalité, c'est tout autre chose. Là. Moi, j'ai été fils de boss aussi, puis c'est ça, le fil électrique, là, les trocs, là, c'est nous autres qui vidaient et qui remplissaient. Là, fait que, puis, t'as jamais voulu embarquer plus loin que ça dans le business? Non, j'avais donné, quand tu es jeune et étudiant, là, j'avais donné, là, je voulais voir d'autres choses. Alors, j'ai fait mon cégep comme tout le monde. Je savais pas dans quoi. Mais non, attends. Parce que moi, je sais où est-ce que tu t'en vas avec ça. Tu as fait ton cégep, tu étais en droit? Oui, parce que quand j'ai fini mon secondaire, j'ai rempli aucun formulaire. Puis quand l'automne est arrivé, j'étais allé cogner à un cégep Saint-Laurent. J'ai dit, dans quoi avez-vous de la place? Puis ils ont dit en droit. Je me suis inscrit, puis j'ai fait 3 ans de droit. C'est tout. Et après ça, j'avais mon diplôme, ça me tentait pas du tout. Mais attends un peu, Éric. Éric, pas un spécialiste dans le temps, mais 3 ans, ça me semble beaucoup pour prendre une décision pour dire j'aime pas ça. Ah non, mais je me suis aperçu qu'après, ça a été gagnant. Ouais. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, toute ta carrière, ça t'a servi, là? Non. Tu sais, ça t'a servi de... C'est du cégep, hein? C'est du droit au cégep, donc c'était vraiment de base, là. Puis, qu'est-ce qui t'a fait pencher pour aller mécanique du bâtiment? C'est ça. Après mon cégep, j'ai retravaillé 1 an chez Pompe Action, dans la cour arrière. Puis là, je devais revenir tout crotter tous les soirs, un peu plus vieux. Tu dis, non, je vais aller dans un autre domaine. Et j'avais un ami qui avait fait son cours de mécanique du bâtiment antique. Alors, je suis allé cogner à la porte du collège antique. J'ai dit, je vais m'inscrire de soir. La session était commencée. Ils ont dit, il reste de la place de jour. Vous allez juste être 1 semaine ou 2 en retard. Alors, je suis rentré au cégep. Sans savoir ce que... Non. Puis c'est là que j'ai découvert une belle gang, hein, Gilles? Alors... Ouais, non, on racontera pas les anecdotes, là. On n'ira pas là. Beaucoup d'anecdotes. Les professeurs, très moyens, mais un domaine intéressant. OK. Là, tu sais, Éric, quand je t'ai dit, tu sais, c'est tapé, je veux pas de nom, là. Non, c'est correct. Mais ça s'est amélioré. Oui. Autre temps, parfait. Oui. Alors, et c'est là, durant la dernière année, que le gouvernement a envoyé des
des recruteurs pour savoir s'il y avait des gens mécaniques du bâtiment qui étaient intéressés de travailler au gouvernement. Alors, on était quelques-uns, 3-4 qui sont allés de l'avant. Fait que là, ils sont venus dans la classe directement. On a besoin de toi comme un service militaire. Là. Engagez-vous. Ben, c'est que la réalité des inspecteurs du temps, autre mœurs. Hein, il y avait... les inspecteurs, c'était des anciens entrepreneurs. Et certains, eux, ils avaient leur code. Ça fait 30 ans que je fais ça de même. Alors, nonobstant de qu'est-ce que le code disait, eux, ils appliquaient leur code. Il y avait des inspecteurs qui étaient presque pas... Ils avaient de la misère à écrire une phrase. Alors, pas dire illettré. Alors, le gouvernement voulait rafraîchir ça. Tu viens de le dire, Eric. Alors, Tu viens de le dire. alors c'est ça. Il y avait une difficulté parce que... Mais il n'y avait pas de code dans ce temps-là où ils prenaient... Oui, il y avait des codes, mais c'était un peu plus lousse. Autre temps, autre mœurs. Hein? Vous rouliez sur l'autoroute puis vous donniez un 20$ à la police pour ne pas avoir d'étiquette. C'était dans ces... Oui, puis il débouchait sa bière. Il débouchait la bière. T'as-tu ton can opener? Alors, c'est un autre temps. Une chance, on n'est plus rendu là. Même les premières années que j'étais au gouvernement, il y avait des caisses de boissons qui rentraient là, au bureau. Alors, pour remercier les inspecteurs. C'était une dérogation au code qu'on appelle. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Alors, donc, ils ont dit on va les prendre plus jeunes, puis on va bien les former. Mais là, t'as-tu commencé, quand tu es rentré à RBQ, t'as-tu commencé directement en plomberie, en bâtiment? Comment ça fonctionnait? Vu qu'on était une nouvelle cohorte de jeunes, ils nous ont, pour apprendre le système d'inspection, ils nous ont fait appliquer notre règlement le plus mince, le plus simple, c'est le règlement plage et piscine. Donc, on allait dans des hôtels, à des plages de camping, appliquer la réglementation. Donc, ça a été un premier jet au niveau de la connaissance. Comment intervenir, puis tout ça, puis comment appliquer, comment écrire l'article du code, tous les documents. De ce que je comprends, tu n'as pas commencé en décembre. Là, non, on a commencé à la sortie du cégep, donc au mois de juin, fin juin. Donc, on a appliqué ça. Ensuite, ils ont dit, vous pouvez continuer en bâtiment. Inspecteur en bâtiment, souvent, c'était aller voir des bâtiments de 1970 puis leur dire, votre rampe d'escalier n'est pas assez haute, relevez-la de 3-4 pouces là, pour être selon le code. Alors, j'ai fait ça quelques temps, puis je ne m'identifiais pas du tout à cette réalité de code. De faire appliquer un code dans un bâtiment qui fait 30 ans qu'il était construit. Alors, je suis allé cogner à la porte du directeur, je dis, sors-moi de ce domaine-là. Et il m'a offert la plomberie. Puis ça a été le meilleur choix. Là. Les rumeurs disent que... dire, je ne veux pas faire de bâtiment. Ça a été le meilleur choix de ma carrière. Le meilleur geste de ma carrière. Ma recherche me dit que ça a été moins d'une semaine ton bâtiment. Là. Ah, tout à fait. 4 jours exactement. Tout à fait. Tu es rentré le lundi, jeudi, le bâtiment c'était réglé. Au revoir. Je cognais à la porte. Lundi d'après, tu rentrais en plomberie. Oui. Puis, qu'est-ce qui t'a fait triper dans ça? Parce que, souvent, quand tu arrives, mettons, un inspecteur, c'est perçu. Je me souviens plus, je pense que c'était avec Pierre-Yves que je parlais de ça tantôt. Les inspecteurs, c'est souvent perçus comme, OK, on vient, puis ça met les rendrettes, les chantiers vont venir droit avec ça. C'est comme quasiment négatif. Il me semble, tu arrives, tu dis, moi, je rentre comme inspecteur. Qu'est-ce qui t'a fait triper à dire, je veux faire ça dans la vie? C'est le chemin qui a été là, puis je me suis nourri de ça dans le sens que c'est sûr, les premières inspections, tu n'es pas sûr. Évidemment, on ne commençait pas par des 15 étages. Hein, c'était des bungalows. On faisait sur beaucoup de résidences unifamiliales. À force de découvrir la curiosité, puis tu te dis, n'importe qui, tu parles de ça, de la plomberie, c'est juste un bout de tuyau. Même à l'interne, on avait des plaintes qu'il y avait des tuyaux qui fuyaient, une douche qui était mal installée, puis les patrons, les gestionnaires disaient
la plainte n'est pas recevable, c'est juste de l'eau qui coule. Alors, on était dans cette mouvance-là. Ça, à ce moment-là, que Groupe Calinette a pris place. Mais on avait une grosse... Quand je suis rentré, on me disait toujours, la plomberie, c'est pas important. Le domaine, le secteur va, la régie va abandonner. Puis c'était même pas la régie. La régie a été créée après qu'on est rentré. Je suis rentré pour le ministère du Travail. Donc, quand j'allais cogner faire une inspection, propriétaire de la maison, j'avais une carte ministère du Travail. C'était le service d'inspection du ministère du Travail. Alors, les gens qui nous recevaient, c'est quoi ça, ministère du Travail? On vient voir si tu travailles. C'était... Comment ça fond? Mais c'est... Quand est-ce que ça a switché à RBQ pour... tu sais, parce que, me semble, la RBQ, la RBQ a 30 ans. C'était en 2002, donc 82. Oh my God. Pas 92, pardon. Excusez, Matt. On avait la même calculatrice. Là. Alors, c'est ça. Puis là, à Régie, tu as dû en faire des jobs. Tu sais, ça a commencé comment? Tu dis les piscines, après ça, bâtiment, on pourrait même pas en parler. Après ça, plomberie. Mais là, dans plomberie, tu peux faire inspecteur, tu peux partir. Comment ça a débuté? La meilleure façon d'apprendre, c'est d'appliquer, d'aller voir des chantiers. Et c'est sûr que, à mon âge, les entrepreneurs me challengeaient. Moi, ma réponse, c'était de dire, toi, tu fais une maison dans ta journée. Moi, j'en inspecte 10 de 10 entrepreneurs différents. 10 maisons différentes de 10 entrepreneurs différents. Alors, je me faisais l'œil, je me faisais l'expertise. Vous savez, la plomberie, c'est une question d'agencement. Donc, par jour, j'avais 10, 12 agencements différents à regarder. Est-ce que cet agencement-là respecte la réglementation? Alors, c'est comme ça que je me suis... puis les nouveaux inspecteurs, là, se faisaient la main. Et juste une petite anecdote, vous connaissez le fantaisiste là, Bruno Blanchet. Ben, son père, Clément Blanchet, c'est lui, il travaillait pour la régie, là, c'est lui qui m'a formé. Alors, oui. Alors, ça a été un bon formateur, puis peut-être d'un plus vieux qui ont connu Claude Roland. Donc, Claude Roland, un ancien professeur qui a été longtemps professeur dans les écoles de métier. C'est ces deux personnes-là là, qui m'ont bien démarré, qui m'ont appris la plomberie, comment inspecter, puis comment interagir avec les entrepreneurs. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, comme jeune, excuse-moi le terme, mais tu sais, jeune Flo qui arrive dans le business avec des gars que ça fait 30, 40 ans qui sont là, tu sais, le côté relationnel devait être hyper important. Là. Oui. Mais vous le savez, j'ai une grande trappe. Alors, j'aime échanger avec les gens, avec l'entrepreneur. Alors, ça amène un contact, ça amène une confiance. C'est sûr, j'ai fait des erreurs, puis on apprend de nos erreurs. Oui, Éric, on n'a pas une omission. C'est le terme erreur, on n'a pas le droit de dire ça. C'est omission. Omission. Mais c'est ça, c'est que là, tu sais, veux pas, tu apprenais quasiment sur le tas. Là. Tout à fait. Bien, j'étais bien supporté là, par Clément et Claude. Là. Alors, mais c'était cette dynamique-là pour tous les nouveaux inspecteurs qui aient choisi la plomberie, l'électricité, le bâtiment ou le gaz. Alors, moi, j'ai eu des bons tuteurs. J'étais basé au bureau de Laval. Donc, j'avais le secteur Laval-Laurentides-Lanaudière. Alors, moi, j'ai été... On m'appelait Monsieur Laval parce que je connaissais les nouveaux développements à Laval, les rues et tout ça. Et jusqu'à Tremblant, c'était mon territoire de jeu ou d'inspection. Puis c'est ça. Donc, c'est pas à Saint-Sauveur qu'il y avait des 48 logements ou des grosses bâtisses. Alors, ma progression a été linéaire, donc beaucoup de résidentiel. Puis les entrepreneurs qui font beaucoup de commercial, qui s'essayent dans le résidentiel, se plantent littéralement parce que c'est une complexité en elle-même. Puis vice-versa, l'entrepreneur qui fait juste du petit résidentiel, qui va dans un champ d'action, soit dans du commercial ou dans des grosses tours, bien, c'est beaucoup plus difficile. Alors, le système d'inspection aussi faisait qu'on les rencontrait sur les chantiers. Alors, il y avait de l'échange et j'ai toujours eu de l'ouverture
il y a toujours eu de l'ouverture pour les entrepreneurs. Explique-moi ça. C'est quoi cet outil-là? C'est quoi cette méthode-là? C'est quoi ce produit-là? Alors, quand tu es curieux, tu te montres de la volonté, je pense que c'est une belle porte pour que les gens t'aident. Parce que tout au long de mes 15 ans d'inspection, il y a toujours eu de l'ouverture de la part des entrepreneurs. Comment il fonctionne ton ciseau à fonte? Montre-moi. Les gens sont fiers, en majorité, de démontrer ce qu'ils connaissent. Et c'est vrai pour les entrepreneurs. Donc, même quand j'entraînais des nouveaux inspecteurs, j'allais avec cette dynamique-là. Je dis, monsieur l'entrepreneur, dis donc comment ça marche cet outil-là à mon nouvel inspecteur. Laisse-y y toucher. Prends la pièce dans ta main. Le transfert de connaissances, c'est important. Et j'ai eu cette chance-là par mes tuteurs là, de bien commencer. Bien, tu sais, l'approche, encore aujourd'hui, tu regardes, je participe à des rencontres avec des entrepreneurs, des clients manufacturiers que je représente, des ingénieurs. Je pense encore cette approche-là fait encore partie de quelque chose qu'on doit utiliser, une façon qu'on doit procéder pour que ça se passe bien. Quand tu viens apprendre, puis tu viens pas comme policier, shérif, vérificateur, un inspecteur. C'est un peu ça, tantôt que je discutais, quand il y avait un inspecteur qui arrivait, c'était comme, OK, là, l'inspecteur est là, il faut que tout marche droit, versus ton approche qui est beaucoup plus humaine, de dire, regarde, explique-moi comment ça marche, ça, comment tu vois ça, moi j'ai vu ça ailleurs, comment tu fais ça. Ça a dû t'aider énormément probablement à te faire apprécier des gens dans l'industrie, les entrepreneurs, mais aussi de voir que quand ils ont quelque chose qui ne sont pas certains, c'est pas papa, maman qui va te taper ses doigts, mais plus un conseiller qui va dire non, regarde, tu devrais peut-être la faire de même. Ça a dû t'aider énormément. Bien, c'est sûr, mais c'est pas du jour au lendemain non plus. Hein? Il faut que tu te bâtisses une connaissance, une expérience qui ne s'achète pas. Là. Alors, et c'est avec le temps, tranquillement mais sûrement, que ça m'a servi. On avait beaucoup plus d'échanges avec les entrepreneurs. Maintenant, c'est beaucoup plus cadré. Là, c'est des questions par écrit et tout ça. Mais avant, on avait des contacts réguliers avec les entrepreneurs. Et c'était avant l'époque des cellulaires. Alors, les entrepreneurs qui avaient des questions pour Éric Gagné appelaient au bureau. Puis, sinon, plomberie Daniel Latour avait une question. Ben moi, j'avais mon paquet de petits changes, puis j'allais dans des cabines téléphoniques à moins 30, puis là, j'allais « Allô, oui? Oui, OK, c'est ça ta question? » Alors, c'est ça, un autre temps. Mais ça a permis d'avoir des échanges avec plusieurs entrepreneurs, plusieurs manières de faire. Donc, tu voyais que des entrepreneurs qui étaient très bien structurés, et ça, tu te collais beaucoup plus là-dessus, et des entrepreneurs qui étaient tout croche, et là, tu devais resserrer la vis pour l'aider lui aussi. Là. C'est pas de gaieté de cœur qu'on donne un avis de correction, mais il y en avait qui méritaient. Là, il y en a que on dirait que ça te faisait plaisir par moment. Non, mais c'est jamais le fun. Oh, mais il y en a qui méritaient. Non? Tu mettais la liste, là, ça n'avait pas de fin. Puis, à quel moment tu as décidé, parce que veux pas, tu fais de l'inspection, au bout de 15 ans, tu décides, tu switches, comment tu fais ça? Tu as décidé de lâcher un peu l'inspection pour aller... Le processus, c'est que j'ai fait de l'inspection 13 ans et je suis devenu chef inspecteur. Donc, je m'occupais des inspecteurs du bureau de Laval, parce que c'était beaucoup plus sectaire, là, plus régionalisé. On avait bureau dans plusieurs régions. Et au bureau de Laval, j'étais chef d'équipe. Et il y a eu une opportunité d'un concours pour devenir professionnel. Donc, c'est une carte d'emploi là, au gouvernement qui est différent, pour devenir conseiller technique. Donc, travailler plus au niveau de la réglementation, de l'interprétation de la réglementation, un peu comme mes collègues ici font, mais la relève fait... Daniel, 60 Daniel Latour. Quel âge, Daniel? 60 ans. La relève, là, vraiment la relève. Moi, je perds mes cheveux, lui, ils deviennent blancs. Alors... Exact, l'étoile monte. Hein?
Oui, on peut tout le temps poser. C'est pour ça qu'on l'apprenait vite. Mais aussi, j'ai eu la chance d'appliquer là, l'ancien Code de plomberie du Québec. Donc, c'est un code qui était spécifique pour le Québec, on travaillait dessus parce qu'il était publié à chaque année. Donc, à chaque année, le code évoluait. Pas beaucoup. Était-tu publié en date? Tu sais, mettons, oui, c'était le 88 sortait en 88. Oui, c'était beaucoup plus serré. Alors, ça a changé un peu ces temps-ci, là, juste de même. Là, Mais, puis, comme je disais à mes collègues, servez-vous-en comme... C'est quand même ça a été un très bon code. Et les fondements de la plomberie restent les mêmes. Donc, oui, c'est encore un outil de référence. Puis là, tu décides, tu t'en vas conseiller, j'applique comme conseiller technique. Conseiller technique. Mais tu sais, c'est un autre mindset. Tu étais tout le temps ces chantiers comme inspecteur. Puis là, tu tombes à... j'allais dire ordinateur. Y avait-tu les ordinateurs? On rit pas, là. 35 ans RBQ. Non, quand je suis rentré, chaque dossier, chaque adresse d'inspection, on remplissait ça à main. Toute la semaine, on rentrait une fois, puis on rapportait les déclarations de travaux, puis on en prenait des nouveaux, puis c'était tout à main, là. Complété dans l'auto, les avis de correction qu'on remettait sur place. Alors, c'était autre temps, autre mœurs. Puis là, tu rentres comme conseiller technique, mais là, tu te retrouves devant un bureau, fais plus d'inspection. C'était quoi exactement ta job comme conseiller technique? Tu répondais aux questions? Donc, répondre aux questions et de soutenir les inspecteurs, former les inspecteurs. Et c'est là que mon background, excusez l'anglicisme, je me suis aperçu que j'ai besoin de plus de soutien. L'inspecteur a besoin de plus de soutien continu. Et aussi, quand je suis devenu chef d'équipe, il y a eu un changement de garde, pas juste à la régie, à la CMMTQ, où c'était reconnu dans le temps, quand je suis rentré, c'était juste des tournois de golf puis vin et fromage. Tout le monde criait après les 25. Et Henri est arrivé et est devenu directeur technique. M'a sollicité quand j'étais encore chef d'équipe. Il faut produire des documents, il faut aider nos entrepreneurs et du même coup, on aide les concepteurs, les inspecteurs. Alors, la synergie qu'on a développée, donc quand je suis devenu conseiller, là, je suis embarqué. C'était mon mandat, formation, information, répondre aux questions. Là, c'était mon mandat, donc on a collaboré, une super collaboration au fil des ans avec Henri et ses conseillers, là, Émilie, tout ça toute en arrière, toute la gang. Ça a toujours été, on a toujours été très complémentaires parce que oui, la régie décide, mais si la régie décide puis fait rien avec l'information, ça ne sert à rien. Donc, on a développé des outils. On a travaillé ensemble. On reposait. Henri m'a challengé sur des virgules puis des points dans la réglementation. Alors, ça a été un très grand pas dans ma carrière. Merci, Henri. Là. Merci à la CMMTQ. Ouais. Et ça, c'est la synergie. Pourquoi sont arrivés en même temps que je devenais conseiller technique? Il n'y a pas de réponse à ça. Les chemins se sont croisés, puis on est allé de l'avant. Alors, ça, c'est sans prix. Et ce qui était au début la plomberie, comme je disais, c'est juste un tuyau qui coule. L'importance de la plomberie à la régie a monté d'un cran parce qu'ils ont vu notre stratégie. Regarde, il faut informer les gens. Il faut informer le domaine. Il faut qu'ils connaissent la réglementation. Puis un document comme un code, c'est pas facile. Si vous voulez vous endormir, lisez-le avant de vous coucher, c'est parfait. Mais c'est pas facile. C'est ardu à comprendre. Alors, je pense que comme conseiller, je savais qu'est-ce qu'il y avait à faire. Oui, tu sais, aussi ton expérience parce que veux pas, tu côtoyais les plombiers, tu côtoyais plein de gens
comme inspecteur, fait que tu as dû voir qu'un moment donné, on a beau avoir un papier, si c'est pas clair, on ne pourra pas l'amener nulle part. Là. On aura beau vouloir le faire appliquer, si personne ne le comprend, ça ne sert à rien. Ouais. Là, j'ai essayé de faire des recherches sur le nombre de normes, de codes que tu as été impliqué. Ça a commencé, tu t'es attaqué à quoi à partir? Parce que, tu sais, je vois ton nom, quand j'ai fait Google, Éric Gagné, là, bon, à part le lanceur, mais le reste, je voyais les codes, puis un moment donné, j'ai vu, je me souviens plus c'était quelle norme. Ton nom, tu sais, genre 93, 97, 2001, tu sais, je me souviens plus les dates exactes, mais ton nom revenait comme tu as participé, comme tu étais sur le comité consultatif dans ça. Tu as révisé combien de normes à peu près? Bien, il y a mon collègue Yves Duchesne qui est en réglementation, qui travaille sur les codes. Moi, j'étais plus au niveau soutien. Bien, on avait un très bon échange et on était complémentaires. Le mandat officiel de la réglementation, c'est je travaille ces comités de code et des normes. Parce que j'ai eu la chance d'avoir appris l'anglais, bien, ça m'intéressait, puis il y a beaucoup de normes, on est beaucoup sollicité. Alors, bien, il y a eu de l'ouverture de mes gestionnaires. Vas-y, Éric, parce que je disais, bien, cette norme-là, c'est important, parce que que ce soit au niveau des codes, que ce soit au niveau des normes, le Québec était sous-représenté. La réalité des codes et normes, c'est que ça se passe beaucoup à Toronto. Donc, il y a beaucoup de représentants faire 15 km pour aller à une réunion d'une norme ou d'un code. Bien, il y a beaucoup de gens de l'Ontario. Il y a peu de gens de la Colombie-Britannique. Il y a peu de gens des autres provinces. Alors, c'était important d'avoir une représentation de notre expérience, de mon expérience à apporter à ces comités-là. Parce que quand ils regardent un problème, bien, le réflexe, quand tu as juste des gens de la province de l'Ontario, bien, notre code dit ça. Bien, souvent, dans des comités, là, je dis, attends, un instant, là, c'est pas le code de l'Ontario qu'on parle. On parle du Code national de plomberie du Canada. Dans des normes, bien, notre code dit ça. Non. Basez-vous sur le Code national. Alors, il y a un réflexe que s'il n'y avait pas de participation des autres provinces, bien, c'était l'Ontario, c'est un copier-coller. C'est une réalité. Et cette réalité-là était dans les dernières années, bien, un peu comme, tu sais, il y a des coûts liés à ça, puis les gouvernements, bien, ont moins de budget pour envoyer des gens de réglementation sur les comités de normes parce que c'est du temps, puis on n'a plus, comme à la régie, on n'a plus assez d'effectifs, puis c'est du temps. Puis, alors, mais moi, j'aimais ça. Alors, je le vendais. J'aimais ça, défendre des points, apporter des nouveautés, échanger. Puis aussi, Henri en a fait quelques-unes avec moi parce que c'était important pour notre réalité d'ici. Quand tu regardes, Éric, la construction d'aujourd'hui, comment tu trouves ça? T'es-tu encouragé, découragé? Tu sais, je regarde la construction, je pense qu'on parlait avec Daniel tantôt. Tu sais, souvent, c'est un par-dessus l'autre. Là, les corps de métier, ça s'enchaîne un arrière de l'autre. Les constructions, c'est de plus rapide. Tu sais, je me souviens, pas plus tard une dizaine d'années, on construisait un 200 logements, mettons, 14 mois. Aujourd'hui, ils le font en 8. Je comprends que la technologie a aidé, mais la vitesse à laquelle c'est un par-dessus l'autre, comment tu trouves ça? Ça doit avoir un impact, il doit y avoir des choses qui se font qui n'est pas correct. Bien, depuis jour 1 que j'ai fait de l'inspection, les projets, c'est tout le temps pour hier. OK? Parfait, ça n'a pas changé. C'est sûr que oui, les produits, les équipements ont facilité les choses, sauf que du même coup, c'est représentatif de la société, on a une panoplie. Hein, bien, vous allez chez Rona, bien, vous avez des murs complets de robinets. Donc, pas trop. Des bonnes marques. Hein, des bonnes marques.
On ne les nommera pas, là, mais des bonnes. Puis ça, il y a combien de types de téléphones portables qui sont disponibles? Tout explose en nombre et c'est de gérer ça et de magasiner ça. Donc, il y a des éléments qui vont te faciliter, qui vont te faire gagner du temps, mais il y a d'autres éléments qui vont te faire perdre du temps. Au niveau de la construction, je sais qu'il y a beaucoup plus de connaissances pointues maintenant parce que les outils sont là. Donc, les gens ont plus de chances de se renseigner. C'est plus facile de se renseigner pour faire un bon travail. Avant, c'était beaucoup plus lourd, difficile. Donc, ce qu'on gagne d'un côté, on peut le perdre de l'autre. C'est évidemment la situation économique que là, tout le monde a de l'argent puis tout le monde construit. Dans les années 92, quand les taux d'intérêt étaient à 20 %, ben il n'y en avait pas de chantier de construction. On faisait, je recevais une déclaration de travaux d'un remplacement de chauffe-eau. J'allais sonner chez Mme Giguère. « Madame, je m'en vais voir votre chauffe-eau. » Alors, là, c'est plus une réalité d'aujourd'hui. Mais c'est ça. Ça a changé un peu. Là, on a la chance qu'on a des booms. Tout le monde est occupé. Tout le monde en a par-dessus la tête. Ben, c'est tant mieux parce qu'il y a eu vraiment des années de vaches maigres. Puis, tu sais, souvent, avec justement le fait que quand il y a un boom économique, souvent, il y a beaucoup de produits qui sortent sur le marché. Comment tu fais pour, tu sais, ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est comme de l'essai-erreur. Puis aussi, mettons des produits, on a déjà jasé de ça, je ne sais plus combien de temps, mais de produits non certifiés, comment vous faites? Vous êtes combien comme inspecteur en régie? C'est des choses qui sont difficiles d'attraper, il me semble. Bien, autant l'inspection que les produits certifiés, c'est sûr qu'on n'est jamais assez. On a rajouté de la réglementation pour l'interdire, ce qu'on n'avait pas dans les années 90. Alors, on s'est donné des outils. Est-ce qu'on a le personnel pour ça? Jamais suffisant. Mais au moins, on a une réglementation qu'on peut appliquer pour un cas donné. C'est sûr qu'on n'a pas assez d'inspecteurs. La régie avance sur des projets. Puis je pense qu'on est la seule province qui n'a pas ça. Inspection par un ingénieur là, à différentes étapes de la construction. Tu vas aller là? Ouais. Bien, il faut y aller là parce que Daniel a 61 ans, il ne sera plus là longtemps. Alors, c'est une réalité. Là. Hey, c'est notre recrue par excellence. Touche pas à notre recrue. Non, mais l'inspection, l'inspection par les ingénieurs, bon, tu l'as dit, on est la seule province au Canada qu'on ne fait pas ça. C'est pas aberrant. Toute réserve, là, c'est non, pas sous toute réserve. T'as le dit. C'est pas mal au courant de ça. Mais pourquoi? Il me semble... De votre côté, il manque d'inspecteurs. Les projets se font de plus en plus vite. Pourquoi on a attendu? Parce que je pense que ça va se faire incessamment. Là. Un projet de loi. Donc, projet de loi, oui. Ça peut être long. Ça peut être long, mais je pense que tout le monde le veut. Là. Pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que il me semble que ça vous aurait donné un coup de main. Tu vas me dire que c'est pas toi qui dirigeais la régie. C'est pas moi qui dirige ça, c'est politique. Je pourrais pas te dire. Est-ce que la régie a toujours espoir de pouvoir recruter des dizaines et des dizaines d'inspecteurs? Ben, c'est des messages qu'on a entendus il n'y a pas si longtemps. Mais la réalité, c'est que ça sera pas ça. C'est pas ça, non? Alors, la régie va toujours avoir le mandat d'être chien de garde. Donc, si on arrive avec un processus comme ça d'inspection de l'ingénieur, puis l'ingénieur se plante, bien nous, l'inspecteur va pouvoir trancher. Puis, tu sais, du côté de l'architecture, il y a déjà des inspections obligatoires. Comment que c'est perçu? Voyez-vous puis ça fait pas si longtemps que ça là, que les architectes, avez-vous vu une amélioration? Je comprends que tu es en plomberie, mais il y a dû avoir une amélioration qui s'est faite au cours des années avec
CMTQ. Moi, je dirais au niveau de la construction, là, si on regarde des émissions comme la facture et tout ça, les mauvaises constructions, c'est un gros pan de leur dossier. Mais cela dit, comme je le disais tantôt, l'information, il va toujours avoir des gens un peu de croche. Hein? On envoie ça à la rue, on envoie ça à la route, on envoie ses chantiers. Donc, sinon, tu envoies la facture. Là, c'est ça. Mal, donc, là. Cela dit, comme je disais tantôt, si l'information est là pour aider les gens, on minimise ce risque de gens un peu tout croche. Là. C'est d'aider les gens à se remonter. Là. On ne veut pas couper vers le bas, on veut relever. Là, on veut relever. Et cela dit, quand tu parlais des nouveaux produits et tout ça, le milieu de la plomberie est assez conservateur au niveau des entrepreneurs. Hein. Les nouveaux produits, on se fait challenger là-dessus. Dans certains cas, ça nous a beaucoup aidé parce que tu regardes avec le recul, tu dis une chance qu'on n'est pas allé là. Puis, tu sais, au niveau gouvernemental, il y a des ministères de l'innovation qui subventionnent pour qu'un appareil qui va souffler de l'air dans un évent là, pour bien aider l'appareil de plomberie à fonctionner, on est un autre organisme gouvernemental qui vient dire non, on ne va pas là. On ne permettra pas ça. C'est beaucoup trop problématique d'accepter un produit comme ça qui va tout déséquilibrer le réseau de ventilation de plomberie. On ne va pas là. Puis là, tu reçois des feedbacks de l'autre ministère qui a subventionné cette recherche-là, ce nouveau produit-là. Alors, c'est jamais simple, mais mon collègue Yves Duchesne et moi, on a toujours été des chiens de garde, dire « Wow, pas trop vite » Oui, parce qu'à regret, il y a eu des chantiers où il y a des produits qui n'étaient pas certifiés ou qui étaient mal identifiés, puis c'est pas de la faute de l'entrepreneur, c'était... il était trop récent, plusieurs étages, puis les murs fermés, puis ça a coulé, puis là, ça coûte des fortunes. Il faut que les produits soient... on parlait de la certification, il faut qu'ils soient certifiés. Il y a des nouvelles normes qui se développent. Il faut qu'ils soient testés à la base avant qu'ils soient sur les chantiers. Ouais, ça, c'est une protection. Mais tu sais, c'est certain, au niveau gouvernement, quand ils subventionnent des entreprises pour faire de l'innovation, créer de l'économie, c'est sûr, de l'autre bord, ils veulent que le produit s'installe. Là. C'est comme ça que tu crées de l'argent. Oui, mais c'est ça. C'est un catch-22. Là. Ça, c'est la grosseur du gouvernement. Hein? Il y a beaucoup de ministères, puis oui, ton idée est bonne, mais ils ne connaissent pas la spécificité, la technicalité, l'importance du produit quand il est la fragilité d'un réseau de plomberie entre l'évacuation, la ventilation et l'alimentation. Là, c'est un créneau qui est encadré par de la réglementation. C'est pas quelqu'un du ministère de l'Innovation qui va dire « ben oui, c'est bon, allez-y, puis on ouvre la porte ». Non. Il y a de la réglementation pour s'assurer qu'il y en a un minimum et que ça fonctionne bien, de façon normale. Alors, on va toujours s'assurer de la sécurité du public. Donc, s'il y a un produit qu'on est sûr qui va avoir un impact négatif sur la plomberie, on va continuer à fermer la porte. Si on parle de l'avenir, je sais que tu me dis que tu ne serais pas consultant. Là. Non. Ceux qui veulent lui offrir un job, il n'en veut pas. Là. Il est bien occupé. Fait que je t'attends au bureau lundi. Fait que non, mais je ne vais pas faire un job, pas tout de suite. Fait que, mais quand tu regardes l'avenir, comment tu vois l'avenir? Comment tu vois que les prochains chantiers de construction devraient être pour améliorer la situation? Je dirais pas les chantiers. Comment la plomberie va, vers quoi elle se dirige? Dans un gros changement. Parce qu'on a vu dernièrement beaucoup d'économies d'eau. Hein? Les anciens codes, les toilettes évacuaient 13 litres par chasse. Là, ça pousse pour avoir du 3 litres par chasse dans la réglementation. 4 fois moins. Beaucoup d'économies d'eau. Les pommes de douche, les aérateurs, on coupe l'eau, ça coûte cher. Tout à fait. Mais là, un organisme comme l'ASPE, puis je pense l'aspect nord-américain devra regarder les impacts sur l'évacuation. J'ai des solides, je ne serai plus capable de les descendre parce que
les codes ont été conçus avec une quantité d'eau. Je prends mon eau, puis elle va laver ma tuyauterie pour descendre ça jusqu'à l'égout et de l'égout jusqu'à la station d'épuration. Le quart de la consommation d'eau des toilettes, puis des pommes de douche, puis tout ça, et il doit y avoir un réajustement des dimensionnements, puis peut-être même ultimement de la forme des tuyaux, peut-être ovale comme on peut voir dans certains, dans les réseaux d'égouts, hein, sont en forme d'œuf. Il y a un gros travail, il y a une grosse réflexion parce qu'on pousse tout le temps du même bord, économie d'eau. Mais c'est sûr que, tu sais, au revoir, justement, tuyauterie, juste l'économie d'eau, tu sais, qui... Mais tu sais, c'est un sujet, quand je suis rentré, là, 22 ans en plomberie, ingénierie, c'est un sujet qui était tout le temps là. Puis pourtant, 22 ans plus tard, oui, on fait des appareils, meilleure économie d'eau, mais ça reste que, on dirait que personne ne veut se mettre le nez là-dedans. Sauf qu'il y a 22 ans, quand tu avais une toilette à 6 litres au lieu de 13 litres, elle ne marchait pas. Exact. Alors, il y a eu cette évolution-là. Ça fait un gros scandale à Toronto quand la ville subventionnait remplacer les 13 litres par des 6 litres, puis ça ne marchait pas. Alors, ça prend du temps à l'industrie de s'adapter et à la réglementation de s'adapter. Je sais que ça doit changer. Et c'est ça qui a amené de l'importance. Là, je parlais que quand je rentrais à la régie, la plomberie, ce n'est pas important. Bien, un gros pas, ça a été l'économie d'eau. Donc, l'eau coûte une fortune. On en gaspille beaucoup. Les statistiques sont là. Donc, les projets de compteurs d'eau pour économiser de l'eau étaient là. Les DAR donnaient beaucoup des dispositifs anti-refoulement pour protéger l'eau potable parce que là, elle coûte plus cher. Plus de sensibilisation. Ça a été un grand pas d'importance. Les incidents de contamination d'eau, bien, on en fait régulièrement. Aussi, un sujet que mon collègue Yves va beaucoup travailler, les fameuses douches mitigeurs, donc les contrôles de température dans les RPA. On avait plus d'un mort par année par brûlure. Et quand on a changé la réglementation, elle a été beaucoup contestée parce que nous, au Québec, on poussait pour du thermostatique. Puis, je l'avais présenté ici, il y avait eu beaucoup de réticence par les distributeurs et les manufacturiers pour aller avec du pression équilibrée qui était plus, selon vous, qui était plus fiable. Bien, la résultante de notre décision, c'est qu'on n'a plus d'incidents. C'est des cas isolés quand il y a des brûlures qui ne sont pas mortels. Ou c'est une je ne dirais pas que c'était volontaire, là, mais c'était une grosse négligence quand il y a des cas de brûlure. Alors ça aussi, ça a apporté de l'importance là, au niveau de la sécurité en plomberie. Si on fait un petit recap de ta carrière, de quoi tu es le plus fier? Moi, ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir connu un domaine qui était ouvert. Puis ça m'a... Puis d'avoir participé à ça, d'avoir pouvoir échanger avec les gens. J'ai toujours eu une belle participation là, à l'ASP, mais l'ouverture de la CMMTQ, dernièrement avec la Polytechnique, là, j'ai fait des présentations, parce que nous, on est beaucoup mécanique, mais avoir l'ouverture de la Polytechnique qui nous explique la bactérie qui peut se développer de telle manière, regrouper les gens. L'ASP, on avait des comités, ben Daniel venait sur les drains de toit ou différents comités pour avoir une synergie de groupe, avoir les gens dans différents volets de la plomberie. Puis je pense que c'est ça la force de la plomberie. Là. Je compare avec d'autres domaines à la régie. C'est un domaine qui est devenu dynamique parce qu'il y a de la synergie entre les manufacturiers, les distributeurs, l'ingénierie, l'inspection, la réglementation. C'est une belle synergie. Puis je vous le dis encore, c'est encore grâce à vous. Là. Il y en a plein qui ne sont pas ici et qui s'en foutent, mais vous êtes impliqués, puis chapeau à vous.
C'est quoi qui a été ton plus gros mandat? Tu as fait 35 ans, tu as été impliqué sur toutes les normes. Y en a-tu une que tu je sais pas, le plus fier ou que tu considères que ça, c'est un mandat marquant? Une norme que tu as révisée ou que tu as été impliqué? Une norme ou un code plus... Ouais. Je dirais le code 2005 ou 2010 au national, j'ai dit il y a beaucoup d'erreurs dedans. Et j'ai fait 40... Ça, tu as dû dire ça à huis clos? Dans ma tête. OK, tu as gardé ça. Mais il y a beaucoup de résonance. Hein? Je n'ai pas beaucoup de cheveux pour temporer ça. Mais blague à part, je me suis aperçu que... Bon, c'est sûr, on est tout occupé. Mais je prenais le temps. J'ai fait 42 propositions de modification au national. Et je pense que ça a laissé de l'impact. Là, ils ont vu que mes propositions étaient bonnes. Puis mes propositions venaient d'échanges avec mes collègues, avec vous, sur tel article. Quand j'avais un feedback d'un entrepreneur, d'un concepteur de la CMMTQ, on va l'amener au national. Mais c'est du temps. C'est beaucoup d'énergie. Et je pense avoir travaillé au national pour amener ça à la réalité que j'ai vécu comme inspecteur, puis pour vous représenter, ça, je suis content d'avoir fait ça. On arrive à la fin de l'entrevue. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions pour Éric. Il m'en faut une, Danny. Tu as tout le temps une question. Oui. Vas-y, Pat. Je vais juste la répéter, oui. Pat, pour être sûr qu'elle soit enregistrée sur le mic. Non, mais c'est à cause qu'il ne l'entendra pas. Fait que oui, concernant les robinets d'importation, quand il y en arrivait beaucoup sur le chantier, puis là, tu arrivais et tu voyais ça, comment tu réagissais comme inspecteur? Tu dealais ça comment? L'inspecteur, il regarde la tuyauterie, il regarde l'installation. C'est sûr qu'en inspection, il n'y a pas le temps d'arrêter dans un 15 logements à regarder toutes les baignoires s'ils ont leur CSA, sur tous les robinets, tous les tuyaux, tous les fittings. Ça finit pas. Il prendrait 4 jours à faire un bungalow. Sauf qu'il y a des éléments qu'on observe par réflexe. Ce robinet-là est bien bizarre. Ça, c'est un élément déclencheur. Il y a eu des entrepreneurs qui ont installé des bains avec des... Je ne me souviens plus, la sortie était... le renvoi était en 3/4 de pouce. Le plombier l'a installé pareil, le général dit tu l'installes. Ça y a coûté une beurrée et demie, mais il y a des évidences qui vont s'attraper, puis pour ça, on fait beaucoup de sensibilisation là-dessus. Mais c'est comme n'importe quoi. Il y a, des faux iPhones, il y en a plein. Puis on peut en trouver. On est rendu là parce qu'il y a une mondialisation, puis c'est un marché ouvert. Alors, c'est sensibilisation au concepteur de bien spécifier son produit et à l'entrepreneur de s'assurer qu'il installe. Parce que les conséquences, c'est très dispendieux. Oui, alors ça l'a amené un resserrement aussi. Les assureurs qui serrent la vis parce que les dégâts d'eau coûtent une fortune. Alors là, les entrepreneurs sont plus sensibilisés. Et évidemment, toute la chaîne de distribution, de conception sont plus sensibilisés parce qu'il y a eu exagération, puis on se retrouve avec plein de dégâts d'eau. Oui, avec des coûts que c'est l'entrepreneur qui se retrouvait à payer au lieu qu'ils soient couverts par les assurances. Les assurances qui n'assurent plus, puis tout ça,
c'est encore une réalité d'aujourd'hui. Avec la question de Pat, ça m'a fait penser, tu as dû en avoir des chantiers que ça a dû être l'enfer sur Terre. Là. C'était quoi ton pire chantier? Je veux pas de nom, je veux pas de nom de job. Là. Il n'y en a pas un qui me... non, mais tu sais, un que tu es arrivé et tu as fait, ben là, tu vas me recommencer ça au complet. Il y a dû avoir des... Ben, c'est sûr qu'au début, mes premières années d'inspection, ben il y avait des entrepreneurs qui pas beaucoup de connaissances, pas illettrés, mais sur le bord. Tu envoyé un avis de correction, il n'était pas capable de le lire, il t'appelait. C'est quoi que tu as marqué? Je suis pas capable. Alors, je pense que il y a plus de. Je reviens à la base. Il y a plus de formation, il y a plus de connaissances. L'information est là pour monter. Mais il n'y a pas de chantiers qui m'ont fait vraiment peur, non. J'aurais pu t'en montrer une coupe. Je me souviens d'un entrepreneur. Non, mais je me souviens, je pense que ça faisait 1 an ou 2 que je commençais. C'était un beau chantier. J'aurais dû prendre des photos à ce moment-là. On avait fait un schématique, puis l'entrepreneur pensait que c'était comme ça qu'il fallait qu'il construise. Fait qu'il est arrivé. Puis là, il y avait l'échangeur. Puis là, tu sais, il arrive, puis là, il check dans sa boîte de fitting. Il dit, il me reste 4 coudes. Mais il a mis 4 coudes pour rentrer dans l'échangeur de toute beauté. Tu as dû en voir des de même. Là. Oui, mais c'est l'exception. Mais c'est ça. Il va toujours en avoir qui vont essayer de tricher. Mais une chance, la majorité veulent suivre la réglementation. Puis des fois, je rencontrais un entrepreneur, je dis, tu t'es trompé, là, tu vas voir, tu recommences. Ah non, ça a coûté bien trop cher. Eric, comment? Non. Attends une minute. Si tu avais su ta réglementation, là, et là, si tu avais appliqué la réglementation, tu aurais sauvé. Parce que là, tu es trop gros, là, tu es trop long. Tu es beaucoup plus long que le minimum du code. Donc, attends, 3-4 places. Tu essaies de me dire qu'il y avait un entrepreneur qui en avait mis plus que pas assez? Non. Il y a un article du code qui date de l'ancien Code du Québec, donc avant 98, qui disait que ton tuyau de ventilation ne peut pas être horizontal avant d'être 6 pouces au-dessus de l'appareil. Bien, demandez à un plombier, runner un tuyau horizontal, ils vont dire que c'est à 40 pouces du sol. 42. J'ai dit 40, c'est 42 du sol. C'est encore dans la culture. Pourquoi? Parce que ton appareil est à 36. Il y avait le 6 pouces du Code du Québec comme sûreté. Bien, rajoute le 6 pouces de tuyau plus élevé à tous les évents. Bien, mais ça, sur une année, y en a-tu des longueurs qui viennent gaspiller? Pourquoi? Parce que c'est du bouche-oreille. Ah, j'ai entendu ça, je suis safe, j'ai peur, je vais être sûr. Bien, ça, c'est une réalité. Mais ça, c'est du plus que le code. Ouais. Y avait-tu d'autres questions? Vas-y. Oh, je voulais pas aborder ça, mais... T'as-tu déjà été menacé par un entrepreneur? Non. Non, ben, je vois que tu marches bien, fait que tes jambes sont correctes. Non, mais j'ai un de mes collègues en Abitibi, Yves Lapointe, qui avait été bousculé par un entrepreneur, et ça avait été en cours. Mais moi, non. Les cheveux, c'est naturel, je les ai perdus. Okay, tu ne les as pas fait arracher, là. Y avait-tu d'autres questions pour Eric? Oui, tu peux y aller. Oh, oui, tout est bon. Ouais. Ben, viens juste prendre le micro. Non, mais pour que ça soit enregistré. Là. Non, viens prendre le micro. Le micro, il est là. Ça fait 20 ans aujourd'hui, cette année, dans le fond, que je connais Henri, que j'ai été engagée par Henri à la CMMTQ. Puis, je parle au nom de tout le monde. Merci de ta très grande disponibilité, de ta passion pour le métier. Tu m'as amené sur des chantiers, voir des inspections avec toi au début de ma carrière. Après ça, dès que je t'appelais, tu étais tout le temps disponible. Tu es devenu presque un collègue et même un ami. Donc, en mon nom personnel, mais au nom de bien du monde, j'imagine ici, Henri aussi, je suis sûre qu'il m'appuie là-dedans.
merci d'avoir rendu ça vraiment agréable pendant 20 ans de travailler dans ce domaine-là de la plomberie. Puis c'est vraiment un gros morceau qui s'en va là, avec ta retraite, puis avec la retraite d'Henri aussi. Donc, merci. Ben, merci. Effectivement, puis Henri, tu prends pas ta retraite tout de suite. Là. Consultant, je trouve ça bien. Je voyais, Pat, t'avais-tu une autre question? Tout simplement, le futur pour Éric Gagné, c'est quoi? Puzzle, 1000 morceaux, le lundi. Non, j'ai fait beaucoup dans la plomberie. Là, je m'aperçois qu'il y a d'autres choses. Alors, je suis des cours. Je veux suivre d'autres cours, mais il me manque de temps. Tu es des cours je fais en du bénévolat. C'est pas indiscret. Non, mais je n'ai jamais été fort en informatique. Alors là, je suis des cours... la FADA, qui est un organisme là, pour les vieux comme moi. Là, alors, je me suis inscrit des cours d'iPad. Je pianote un peu. Je veux suivre des cours de piano pour apprendre à lire la musique et bien jouer du piano. Je fais du bénévolat. Demain matin, il faut que j'aille patcher un trou dans un mur dans une maison de soins palliatifs. As-tu tes cartes CCQ? C'est correct, c'est du bénévolat, Bingo! Correct, il n'y a pas d'inspecteur, hein, les boys, on garde ça tranquille. Non, puis ma blonde s'est fait remplacer le genou complet, donc j'ai été proche aidant là, cet automne, puis je suis encore chauffeur désigné parce qu'elle n'a pas le droit de conduire pour l'instant. Alors, ça occupe mes journées. Là. Je continue à régulièrement donner du don, faire un don de sang, donc n'hésitez pas, Emma Québec, vous pouvez contribuer aussi. Alors. Fait que là, tu es retraité officiellement 40 heures semaine. Hein? Oui. Éric, je veux te remercier. Je pense que tout le monde est réuni ici ce soir en ton honneur. Tu as été une personne qui a marqué l'industrie. Oui, je sais, tu restes dans l'humilité, tout ça, mais tu es quelqu'un qui a influencé l'industrie et qui a aidé, je pense, tout le monde ici avait ton numéro de cellulaire pour quand on avait une question. Tu es quelqu'un qui a énormément aidé à la formation, mais aussi à faire évoluer, je pense, l'industrie. Puis, merci beaucoup d'être venu au podcast. Merci. Puis, je pense... je te souhaite bonne retraite, puis enjoy. Fait que sur ça, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Je veux juste remercier probablement le comité organisateur de l'ASP de m'avoir permis de faire ça. C'était une idée que je pense le monde a appréciée. En tout cas, je vois avec la quantité de personnes. Merci Simon-Pierre, Studio SF. Très apprécié, les boys, de vous être déplacés. Merci à La Joie qui me permet de faire ça une fois par semaine. Ça me sauve bien du psychologue de parler avec des humains. Puis merci Mylène, Anto, Diane pour le podcast. Merci à Bugatti qui nous offre des cadeaux pour les invités. Je pense, Éric, c'est amplement mérité ce que tu as fait. Tu es quelqu'un qui va laisser un énorme héritage à l'industrie de la plomberie. Sur ce, merci énormément. Puis bonne retraite, c'est amplement mérité. Merci à toi, merci à vous. Beaucoup, très apprécié. C'est le fun, c'est bien fun. Ouais, je pense qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Puis on aimerait ça... on va laisser... attends, des applaudissements de même, il n'y en a pas souvent. Là. On aimerait ça te remercier, t'envoyer te donner une belle plaque honorifique. Non, tu vas pouvoir la mettre dans le mur en gyps que tu vas réparer. Fait que merci beaucoup. Puis on a aussi un petit cadeau pour toi. Je vais te remettre ça après. La photo. Ah ouais. Question par rapport, c'est toujours le même numéro de téléphone. Ouais. Ouais, c'était-tu payé par la RVQ, ce cellulaire-là, ou c'était le tien? Là, c'est... Fait que là, quand on appelle, c'est qui répond? Dan? OK, c'est Dan. OK. Il retexte le numéro d'Éric perso. Fait que...
Cool. Ben merci tout le monde. Merci d'avoir été là pour le podcast. C'était une première expérience pour moi, puis c'était vraiment cool. Fait que sur ce, ben on se voit à la prochaine conférence de l'ASP. Merci.